Bonjour à tous, j'espère que tout le monde a passé une excellente soirée, que vous êtes bien amusés hier soir. En tout cas, nous, c'était le cas. Et donc, on va présenter aujourd'hui cette session consacrée à un sujet qui n'est pas simple, qui est un peu à la mode, alors qu'il n'est pas vraiment nouveau. Donc, les espèces exotiques et quelquefois associées systématiquement, d'ailleurs un peu trop facilement, à envahissants. Alors, on peut discuter aussi longtemps sur la terminologie invasif, envahissant. Moi, je préfère dire envahissant. Invasif, c'est plutôt médical, c'est un peu un néologisme. Sinon, le thème est assez gigantesque. Pensez que la plus belle espèce envahissante, c'est nous, Homo sapiens. Non seulement on a été partout sur Terre, mais on a commencé à aller sur la Lune et maintenant on cherche à aller sur Mars, sous prétexte que ça commence à plus aller très bien chez nous. On veut chercher ailleurs pour reproduire ce qu'on a fait ici un peu plus loin. Et pratiquement toutes nos espèces domestiquées, cultivées, élevées en Europe viennent d'ailleurs. Donc, ne soyons pas non plus complètement schizophrènes. Les espèces envahissantes, si elles envahissent, c'est parce que sans doute on leur permet de beaucoup circuler, puisque on est 7 milliards sur Terre, un peu plus, et on est 3 milliards à prendre l'avion tous les ans. Imaginez qu'on transporte en voyageant, même accidentellement, sur nous. Donc je ne vais pas prendre plus de temps. Voilà, il n'est pas tout à fait 9h, il est un peu passé, voilà. Donc on va faire la session en 2 demi-sessions. À la fin des 2 premières communications, il y aura une discussion. On changera la tribune et on attaquera la deuxième demi-session ensuite. Et pour ne pas perdre plus de temps, je passe la parole maintenant à Valérie Chansigo, qui est historienne de l'environnement, que j'imagine pas mal d'entre vous connaissent, chercheur associé au laboratoire Sphère de l'université Paris 7 Diderot. Valérie, tu as la parole. Bonjour, merci à tous. Merci d'avoir bravé le métro vers la Défense le matin à 9h. Je sais, c'est quand même assez redoutable à vivre. Moi, je me demande toujours comment les gens vivent ça tous les jours. Enfin bref. Je vais vous parler des nuisibles lorsqu'ils sont étrangers, c'est-à-dire les espèces introduites et surtout envahissantes. Je vais le faire en replaçant en fait l'origine de cette notion, voir un peu comment elle a été bâtie, construite, comment elle s'est imposée, comment elle s'est diffusée. Et je vais m'intéresser après aux critiques de cette notion pour essayer de démonter, d'analyser ces critiques et surtout d'aller plus loin que ces critiques. Le premier point, tu viens de l'aborder. Effectivement, si on écoute nos amis canadiens, le terme d'invasif doit être prescrit. C'est bien envahissant, la bonne traduction, et c'est ce qui est recommandé. C'est ce que je vais essayer de faire là, sans faire de faux pas, d'utiliser bien sûr l'expression envahissante et pas invasif. Alors, l'histoire scientifique va commencer par une publication fondatrice de Charles Elton, 1900-1991. Et pour vous parler de cette publication fondatrice, je vais rappeler qui était Elton, parce que vous ne le connaissez pas nécessairement, alors que c'est l'un des plus grands écologues du XXe siècle. Alors voici quelques éléments de bibliographie. Je vois qu'on est en format... Enfin bref, j'espère que ça ne va pas être trop tronqué. Il est diplômé à Oxford en zoologie et débute des recherches en faune arctique avant de faire paraître, à 27 ans, écrit en quelques mois, un ouvrage qui va être un ouvrage fondateur également sur l'écologie animale. C'est vraiment un ouvrage qui va servir en fait de point de, non pas de départ, mais il dynamise extrêmement ce champ de recherche simplement parce qu'il va diffuser, il vulgariser des notions absolument importantes comme chaîne trophique par exemple. En 1932, on reconnaît son travail exceptionnel en le faisant entrer au bureau un bureau de recherche à Oxford consacré à l'écologie animale, et il devient la même année éditeur d'un nouveau journal d'écologie consacré à l'écologie animale. Donc vous voyez, c'est essentiellement un zoologue. Il est très tôt intéressé par les questions de conservation de l'environnement. Il participe à diverses créations de structures importantes en Angleterre liées à la protection de la nature. Et en 1958, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, il fait paraître un ouvrage sur l'écologie des plantes et des animaux envahissants. Il explique dans son introduction comment il a construit ce livre et pourquoi il a construit ce livre. Il s'agit
il y a trois en fait réflexions qui le conduisent à s'intéresser à cette question. La première est la question de la biogéographie historique. Et on va voir que c'est absolument fondamental pour comprendre ce que c'est qu'une espèce envahissante. La deuxième, c'est l'écologie, notamment l'écologie fonctionnelle, parce qu'il s'intéresse à l'impact sur le fonctionnement des écosystèmes et notamment de la dynamique et la structure des populations, l'arrivée d'une espèce envahissante. Et le troisième aspect, c'est la conservation. Encore une fois, il ne le fait pas simplement que dans un but, on va dire, de recherche pure. Il y a un domaine appliqué qui est important et qui est la conservation de la biodiversité. Et la structure de son livre reprend exactement les chapitres, s'égrènent en fonction de ces trois éléments. Pour comprendre un peu mieux le contenu, son idée générale, je vous ai cité ici, je vais vous faire un résumé rapide, surtout si vous n'aimez pas l'anglais. C'est le début du premier chapitre. Il explique qu'on vit dans un monde explosif, pas simplement explosif parce qu'il y a des risques de guerre nucléaire généralisée, mais explosif aussi pour des raisons écologiques. Il y a toutes sortes d'explosions, dit-il, et notamment son livre est consacré aux explosions écologiques. Une explosion écologique signifie une augmentation considérable du nombre de certains individus vivants. Ça peut être une infection comme la grippe, une bactérie comme la peste noire, la peste bubonique. Ça peut être un champignon comme l'oïdium de la pomme de terre. Ça peut être une plante verte comme l'opuntia, c'est un cactus. Ou un animal comme l'écureuil gris. Ce qui est intéressant ici, c'est deux choses. C'est que d'une part, il met sur le même plan des virus, des bactéries, des plantes, des champignons et des animaux, alors que dans son livre ne va être consacré qu'aux plantes et qu'aux animaux. Et quand on regarde le détail de ces 2 jours, on se rend compte qu'il y a une sorte de préjugés culturels rampants et cachés, parce qu'il y a quand même une très forte prédominance d'intérêt pour les grosses bêtes à plumes et à poils, et tout ce qui n'est pas de l'ordre de la grosse bête, la petite bête. Certes, hier on a eu une présentation entomologique, c'est quand même extrêmement minoritaire. Et on peut se demander d'ailleurs, est-ce que c'est très raisonnable d'avoir cette répartition qui traduit, encore une fois, les préjugés culturels. Comme je vous disais, cette notion est une notion importante parce que ça permet d'avoir une vision, encore une fois, historique et géographique de la biodiversité. La biodiversité, puisqu'on peut espérer, dans un système qui privilégie une pensée évolutive, on sait que la biodiversité est le résultat, le fruit d'une trajectoire à la fois historique, c'est l'évolution, mais aussi géographique, et les deux sont intimement mêlés. Et d'ailleurs, dans son livre, il va citer à titre d'exemple historique diverses planches tirées d'un même ouvrage paru avant lui. Ici, c'est une représentation d'une faune, de la diversité faunistique de l'Europe centrale, et ici de la Nouvelle-Zélande, avec des oiseaux remarquables. D'ailleurs, au passage, c'est intéressant parce qu'il ne montre pas un oiseau remarquable qui existait en Nouvelle-Zélande et qui a disparu à l'arrivée des Maoris, à savoir le moa. Et ces planches sont tirées de quoi ? Sont tirées d'un ouvrage, là aussi absolument fondateur. C'est l'ouvrage de Wallace, un darwinien extrêmement intéressant de la période victorienne, qui fait paraître en 1876 la distribution géographique des animaux, qui est là aussi un ouvrage fondateur. Et pourquoi c'est un ouvrage fondateur ? Parce que pour la première fois, il y a une synthèse de la répartition des animaux considérée d'un point de vue évolutif. Et ça montre quoi ? Ça montre, pour faire simple, l'adaptation des organismes vivants à un certain environnement. Ce que va faire l'être humain avec sa manie de voyager, manie qui remonte extrêmement loin, juste d'une façon anecdotique, on sait maintenant que dans les populations humaines de la Corne de l'Afrique, il y a des éléments d'ADN de populations européennes. Ça veut dire qu'à la préhistoire, nos ancêtres non seulement ont quitté l'Afrique par cette région-là,
ont été colonisés en Europe, puis quelques milliers d'années sont redescendus en population suffisamment dense pour mélanger leur ADN aux populations de la Corne de l'Afrique. Donc l'être humain, depuis la préhistoire, bouge beaucoup et transporte avec lui beaucoup d'organismes vivants de façon volontaire ou involontaire. Donc l'être humain va modifier cette répartition initiale des organismes vivants, et c'est ce qui va produire le mécanisme des espèces envahissantes. Si on fait une petite analyse scientométrique, on se rend compte qu'effectivement, il y a une augmentation à peu près exponentielle du nombre de publications, en sachant que c'est extrêmement difficile d'avoir une évaluation du nombre de publications pour une raison bien simple. Il suffit d'ailleurs d'examiner la bibliographie de l'ouvrage d'Elton. L'expression « espèce envahissante » n'apparaît dans aucun des titres qu'il a utilisés pour faire son ouvrage. C'est-à-dire, si lui commence à utiliser cette expression est nouvelle en 1958 sous cette forme générique. C'est-à-dire, certes, on s'est intéressé à des espèces végétales, animales ou autres qui étaient envahissantes, mais pas forcément, c'était pas un sujet d'étude. Et là, manifestement, ça devient un sujet d'étude de plus en plus marqué, de plus en plus repéré, à partir des années, on va dire, 1990. Donc cette courbe n'est pas une courbe réelle, il faut se méfier parfois des documents historiques qu'on peut avoir parce que ça peut être trompeur, il y a d'autres documents, mais simplement ils ne sont pas forcément repérables dans la bibliographie parce qu'ils n'ont pas les mots-clés qui permettraient de les attraper. Depuis une vingtaine d'années, alors c'est intéressant aussi de voir dans cette courbe, c'est une courbe pratiquement exponentielle et qui suit en fait le caractère, la courbe exponentielle de l'introduction des espèces. Donc il y a une cohérence entre la recherche scientifique et les problèmes qui se multiplient d'un point de vue environnemental. Donc depuis 20-30 ans, il y a des critiques de plus en plus régulières de cette notion. Il s'agit de les reprendre, même si j'en fais pas ici un inventaire faute de temps. Et notamment, on a entendu déjà hier, de façon répétée, que les espèces envahissantes avaient un rôle écologique. Elles avaient en fait, en quelque sorte, une utilité. Ce qui est assez intéressant, c'est d'imaginer qu'on veut évacuer le terme de nuisible parce qu'il serait anthropocentré, quelque part, tandis que le terme d'utilité, lui, ne paraît pas anthropocentré alors qu'il est tout autant anthropocentré. Mais ça, c'est une autre question. Donc, les espèces envahissantes ont un rôle écologique. Sauf que dès qu'on rentre dans des exemples factuels, précis et détaillés, cette affirmation paraît quand même un peu légère. Je vais prendre quelques exemples. Le premier exemple, c'est le phylloxéra. Le phylloxéra, c'est un insecte arrivé d'Amérique. On l'observe pour la première fois en France en 1863 et il tue quasiment la totalité des pieds de vigne. Quand je dis quasiment, c'est vraiment quasiment la totalité des pieds de vigne. En 1880, c'est-à-dire 17 ans après l'arrivée, la première observation du phylloxéra, il ne reste plus que 25 000 hectares de vignes sur un total de plus d'1 million. Donc, l'idée du rôle écologique du phylloxéra, là, paraît pas franchement évidente. La solution est une solution miraculeuse, c'est-à-dire par rapport à d'autres exemples d'espèces envahissantes aussi majeures que celle-là, on a trouvé une solution grâce à des porte-greffes venus d'Amérique, c'est-à-dire des pieds de vigne américains qui étaient résistants au phylloxéra. Mais il faut savoir au jour d'aujourd'hui que, on dispose que de 5 porte-greffes différents, c'est-à-dire ces porte-greffes eux-mêmes ne sont pas à l'abri d'un autre agent pathogène ou envahissant. Et deuxièmement, si vous replantez de la vigne purement européenne sans porte-greffe n'importe où, elle finit immanquablement par se faire tuer par le phylloxéra qui existe dans l'environnement. Donc la solution, c'est une solution miraculeuse parce qu'on la trouve rarement, en fait, dans les études de cas qu'on peut faire. C'est vraiment exceptionnel, ce n'est pas la règle, et c'est une règle, en plus, assez fragile. Donc, utilité écologique des espèces envahissantes. Je vais prendre un deuxième exemple, c'est l'exemple de la spongieuse. Spongieuse, papillon dont la chenille a la caractéristique de régulièrement d'avoir des sortes de bouffées populationnelles ravageurs parce qu'un ensemble de chenilles est capable de défolier la totalité d'un arbre en quelques jours seulement.
Le phylloxéra était arrivé d'Amérique en Europe. Là, c'est l'inverse. C'est un papillon qui est européen, qui va être introduit délibérément en Amérique, qui va s'échapper, bien sûr, des élevages, comme inévitablement ça se passe, et qui va être l'espèce envahissante la plus coûteuse de toutes les espèces envahissantes de l'histoire de l'Amérique du Nord, ce qui est quand même pas mal. Et là aussi, le rôle écologique de la spongieuse paraît pas très très évident au regard de ce qu'elle est capable de faire. Là, ces forêts brunâtres, c'est pas parce qu'on est en hiver, on est en pleine saison de croissance des feuilles, c'est simplement des arbres, des forêts qui ont été défoliés par la spongieuse. Donc vous voyez que les conséquences écologiques sont quand même pas négligeables. C'est énorme. Il faut savoir qu'un arbre défolié finit par mourir, en général, soit parce que il n'arrive pas à survivre au traumatisme de la perte de la totalité de ses feuilles, soit parce qu'il y a d'autres agents qui arrivent, d'autres insectes, d'autres maladies qui finissent le travail de la spongieuse. On n'a jamais réussi à l'éradiquer, on n'arrivera jamais probablement à l'éradiquer. On arrive simplement à la contenir quand les programmes sociaux, je dirais, sont respectés. Alors vous allez me dire, ouais, mais la vigne, ces forêts, c'est des forêts cultivées, la vigne, c'est une plante de culture, tout ça, on est dans un univers, là aussi, anthropocentré, on est dans l'univers des hommes, dans l'univers de la nature, si on pouvait le séparer, il y a quand même une utilité de ces espèces envahissantes. Alors, je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir avec des intérêts économiques humains, à savoir les amphibiens. Les amphibiens sont atteints depuis maintenant une vingtaine d'années par un champignon, un chytride. Alors j'ai parlé ici d'une autre espèce de champignon qui s'attaque spécifiquement aux salamandres. Je vous rappelle pour ceux qui n'étaient pas là hier, ce champignon qui s'attaque aux salamandres va faire probablement disparaître toutes les salamandres d'Europe, puisque le taux de mortalité est de 96%. Ce chytride est répandu sur à peu près toute la Terre. Les régions blanches sont simplement des régions qui n'ont pas été étudiées forcément. Savoir s'il n'y a pas de chytride dans ces régions est assez improbable. Le problème de ce champignon, qui atteint toutes les espèces d'amphibiens, c'est qu'il les atteint de façon extrêmement différente. Heureusement, la plupart des espèces s'en sortiront plus ou moins indemnes, mais sur le total des 7000 espèces d'amphibiens connues, il y a de 200 qui sont menacées d'extinction. On sait qu'elles sont menacées d'extinction parce qu'il y a déjà à peu près une petite dizaine d'espèces qui ont disparu à cause de ce champignon. Il faut savoir également que ce champignon, comme la totalité des espèces envahissantes, doit son expansion et sa circulation aux activités humaines. Alors certes, on rejoint l'idée d'anthropocentré, mais là, pour le coup, c'est la réalité. Je vais me dépêcher. Là aussi, on peut s'interroger sur le rôle écologique de ces espèces envahissantes. On a dit hier que toutes les espèces étaient utiles. Quand on fait de l'histoire, on trouve ça absolument charmant parce qu'on a l'impression de retomber sur des textes du XVIIIe et XIXe siècle qui racontaient exactement la même chose, qui étaient des textes de théologie naturelle. Alors je vous donne ici un petit exemple que je vous recommande de lire parce que ça a été traduit magnifiquement au XVIIIe siècle. C'est un poète britannique, Alexander Pope, qui a fait un essai sur l'homme. Et vraiment, je vous invite, c'est un très beau texte. Et il écrit, alors, dans la vague des airs, sur la terre et dans l'onde, voyez en mouvement la nature féconde, sans cesse elle embellit, ou peuple l'univers, parcourez, rassemblez tous les êtres divers, commencez par le Dieu qui leur donne la vie. Quel spectacle étonnant, quelle chaîne infinie. Esprit pur dans les cieux, hommes, poissons, oiseaux, habitants de la terre et des airs et des eaux, insectes différents que l'œil découvre à peine, brisez un des anneaux qui forment cette chaîne, de l'assemblage entier, l'équilibre est perdu, et tout, dans le chaos, se trouve confondu. Tout est utile. Effectivement, la théologie naturelle le disait il y a déjà 2 siècles ou 3 siècles. Je ne suis pas convaincu que la théologie naturelle va nous aider à régler nos problèmes environnementaux. Ça, c'est un autre point de vue. Il y a une autre critique qui est faite aux espèces envahissantes, c'est que décrire les espèces étrangères comme forcément négatives, ça serait du nativisme ou de la xénophobie. Et il y a des exemples historiques. Par exemple, cette histoire écrite et illustrée par Seaton, au début du XXe siècle, raconte la difficulté de la vie de 2 moineaux dits anglais en Amérique, où ils ont été introduits et où ils sont devenus envahissants. Et il y a le dessin d'un petit
d'un petit nichoir qui indique que les oiseaux d'origine anglaise ne sont pas admis. Effectivement, en ces temps de populisme triomphant et de haine de l'autre, ça résonne forcément. Sauf que le problème, ces exemples historiques où on aurait associé à des espèces étrangères des notions de xénophobie ils existent, mais ils sont extrêmement réduits en nombre et très mal répartis dans le temps. C'est-à-dire on a des poches où ça existe, et puis on a plein de poches où ça n'existe pas. Et puis surtout, l'autre problème, c'est que dans le même temps, dans cette même société, on a un exemple de l'immense passion pour les espèces exotiques. Et cette passion, alors là, elle est franchement beaucoup plus marquée culturellement que la haine des espèces étrangères. Là, je vous ai montré l'herbe de la pampa, qui porte bien son nom et qui a été commercialisée et qui a engendré une passion, alors que c'est quand même la plante ornementale la plus laide de toute la création, mais ça, c'est un point de vue personnel. Le poisson clown à côté, c'est des poissons exotiques. C'est quelque chose qui a une vogue absolument incroyable. Et puis, quand on repart dans le phylloxéra encore, on a beau analyser des centaines de milliers de documents, la trace de la xénophobie et du nativisme, franchement, c'est tout à fait... c'est absent. Au contraire, la solution va venir de l'étranger, imaginez. Et d'ailleurs, tous les exemples montrent que ça n'existe pas, et ça va encore plus loin. Le platane, qui est un arbre charismatique et identitaire, qui est un arbre qui vient de l'étranger, ça n'a pas posé de problème aux populations du Midi pour l'accepter. Le canal du Midi, magnifique, avec ses 42 000 platanes. Enfin, ça, c'était avant l'arrivée du chancre coloré, parce que le canal du Midi ressemble à ça. Tous les platanes sont en train d'être abattus, si ce n'est pas déjà fait, et c'est absolument une catastrophe. Et c'est une catastrophe qui touche l'identité des gens. Qui touche l'identité des gens à travers quoi? Une espèce tout à fait étrangère, à savoir le platane. Ce qui est particulièrement gênant, c'est le fait que le nombre d'espèces envahissantes et pathogènes augmente suivant un axe, suivant une courbe exponentielle. Là, je vous montre les champignons pathogènes intrudus en Europe, mais on prendrait n'importe quelle courbe de n'importe quelle espèce, enfin de n'importe quel groupe d'espèces envahissantes, on aurait exactement le même profil d'augmentation exponentielle. C'est intéressant parce que comment ça se fait que subitement on se mette à critiquer cette notion alors qu'on est face à une multiplication des problèmes et pas une simplification des problèmes, une aggravation des problèmes. Se pose une question de responsabilité de ceux qui portent cette critique. Cette courbe exponentielle, moi j'ai envie d'ouvrir sur autre chose, pas forcément faire la critique des critiques, mais ouvrir sur autre chose. Cette courbe exponentielle rappelle autre chose. Elle rappelle cette courbe-là, qui est entre 1950 et 2010, les exportations de marchandises dans le monde. On dit souvent que la raison bien simple de la réduction de la biodiversité, c'est l'augmentation démographique. Non, c'est l'évolution des modes de vie. La démographie joue un rôle tout à fait secondaire dans cette histoire. C'est bien cette courbe-là qui est beaucoup plus forte que la courbe de la démographie qui explique l'épuisement des ressources naturelles. Et cette courbe est associée à une autre courbe, j'arriverai à ma conclusion, qui est la courbe de l'augmentation des inégalités sociales. C'est-à-dire, on pourrait dire, bon, après tout, la courbe de l'augmentation de l'activité économique permet de construire une société plus belle, plus juste, plus épanouissante, etc. Pas vrai? La courbe que je vous ai montrée d'augmentation du commerce correspond à l'augmentation des inégalités sociales. Et on sait que ces inégalités sociales augmentant produisent des effets systématiques de dégradation des conditions sanitaires et de dégradation des conditions sociales. La dégradation observée à travers l'augmentation des espèces envahissantes correspond, je dirais de façon classique, à cette dégradation sociale provoquée par l'inégalité sociale mise en place par le régime économique que nous avons choisi. Et qu'au lieu d'essayer de faire disparaître le problème des espèces envahissantes en discutant sans fin des définitions, il faudrait peut-être s'interroger de pourquoi elles existent, comment elles existent, pourquoi on s'y intéresse en définitive aussi peu, pourquoi on est aussi incapable de prendre des décisions pour limiter cette croissance exponentielle qui est totalement délirante. Et là, ça oblige à quitter, je dirais, une pensée biologique, je dirais bien pensante, pour aborder des questions réellement sociales, économiques et politiques. Merci bien.